Merci, merci Monsieur le Président. Je vais essayer d'aller plus vite pour essayer de gagner un peu de temps. Donc, je vais parler de la réintervention du rachis et notamment les infiltrations rachidiennes, la biopsie disco-vertébrale et la vertébroplastie. Donc, il y a d'autres actes, mais qui aujourd'hui ne sont pas de pratique courante chez nous. Le rachis est une région d'intérêt pour la rétine interventionnelle, mais c'est, comme vous le savez, une zone à risque parce qu'il y a beaucoup de structures nobles et d'où l'intérêt d'avoir un guidage le plus précis possible qui permet un geste avec une haute précision et une sécurité optimale. Quel moyen de guidage nous avons? La fluoroscopie, c'est le premier moyen de guidage qui a été longtemps utilisé. Elle garde des indications importantes parce que son intérêt, c'est qu'elle permet un guidage à temps réel et c'est un outil intéressant, surtout pour la cimentoplastie. Le scanner a vraiment révolutionné la intervention du rachis qui permet donc d'avoir des actes beaucoup plus précis, surtout lorsqu'on veut faire des biopsies, des infiltrations et des techniques de thermoablation. Quasiment tous ces gestes peuvent se faire en ambulatoire. Le problème qu'on a, l'organisation pratique, souvent, c'est des gestes qui peuvent être longs et avec nos plages qui sont très remplies, parfois on a du mal à trouver une plage horaire pour ces actes. Également, il faut un aménagement des locaux parce que certains actes doivent se faire dans des règles d'asepsie relativement rigoureuses. Pour certains gestes également, il faut une décision la plus consensuelle possible, au mieux en réunion de concertation pluridisciplinaire. Il ne faut pas se mettre dans son coin, avoir un patient qui a mal et l'infiltrer. Donc vraiment, il faut avoir des correspondants donc pour pouvoir discuter des indications. Donc la consultation pré-intervention est extrêmement importante, surtout pour les gestes à visée antalgique, le traitement des radiculalgies, mais également la cimentoplastie. C'est l'intérêt d'étudier le dossier, d'informer le patient et de vérifier surtout l'hémostase. Nous avons parlé d'abord des infiltrations rachidiennes. Donc les indications, ce sont les radiculalgies par hétérodiscale, résistantes au traitement médical bien conduit. Donc c'est important. On ne va pas proposer d'emblée une infiltration à un patient qui a une lombocytalgie. Le traitement de base, c'est le traitement médical et l'infiltration n'intervient qu'après échec du traitement médical. Il y a également les communications neurogènes par stéroscanalaire et les arthroses apophysaires postérieures, mais aussi les kystes facétaires. Quels corticoïdes on peut utiliser? Donc on a deux types de corticoïdes, les corticoïdes particuliers qui sont les plus fréquemment utilisés, notamment l'hydrocortisone et l'ultracinolone, mais il faut les préférer aux corticoïdes non particulières qui n'entraînent pas de microthrombose vasculaire, parce qu'il y a des complications qui ont été décrites et ces complications intéressent essentiellement les corticoïdes particulières. Deux voies sont possibles, la voie épiduroforaminale, donc c'est la voie interlamaire. Cette voie épiduroforaminale, donc vous devez disposer d'un scanner ou d'une IRM récente qui montre vraiment le site de conflit. Vous avez ici donc une patiente de 63 ans qui avait des radiculalgies S1. Donc le guidage au scanner est vraiment très simple. Vous avancez votre aiguille, vous repérez très bien la porte d'entrée. Vous avez ici l'espace épidural. Vous avancez votre aiguille pas à pas jusqu'à atteindre l'espace épidural. Vous mettez un peu de contraste qui vous montre que vous êtes au bon endroit et puis vous injectez votre corticoïde. Ici un autre exemple donc d'une hernie qui occupe le ressus latéral. Encore une fois, vous progressez facilement et lorsque vous avez ce type d'axe, vous n'avez pas besoin forcément de ressortir votre aiguille pour vous repositionner, vous pouvez vous appuyer sur l'os et puis contourner l'obstacle et injecter du point de contraste, vérifier la position de votre aiguille pour réaliser l'infiltration.
La voie foraminale, c'est surtout pour les hernies foraminales. Elle est beaucoup plus efficace que la voie épidurale pour ces hernies foraminales. Donc c'est beaucoup plus efficace, mais également il faut savoir que c'est risqué en raison d'une vascularisation de certaines régions, donc nous allons y revenir. Donc pareil, le guidage est très simple au scanner, vous avancez votre aiguille directement vers le foramen, arrivez à cet endroit. Il ne faut pas vraiment cathétériser le foramen et venir directement au contact parce qu'il y a ces artères-là, donc vous restez à distance, vous vous opacifiez, vous avez votre tour de contraste qui entoure la racine et qui vient même contaminer l'espace épidural. Vous savez que vous êtes au bon endroit et puis vous injectez votre corticoïde. Quelle est l'efficacité des infiltrations? Donc il y a une abondance de la littérature avec vraiment des chiffres très, très discordants. Dans l'efficacité à court terme, moyen terme, donc n'est plus à démontrer avec un fort degré d'évidence scientifique. Par contre, l'efficacité à long terme reste très controversée. Souvent, les patients sont améliorés pour 3 mois, au grand max 6 mois. Il faut savoir que si l'infiltration marche en premier temps, on peut répéter l'infiltration jusqu'à 3 infiltrations espacées d'au moins 3 semaines. Pour les articulaires postérieurs également, donc c'est une indication, donc les douleurs facétaires, mais il faut prouver que ces douleurs sont dues à l'arthrose apicale postérieure, parce qu'on a beaucoup d'arthrose apicale postérieure qui sont asymptomatiques, donc d'où l'intérêt vraiment de faire une IRM, beaucoup d'équipes recommandent de faire une IRM et de mettre en évidence un œdème osseux avant de vraiment réaliser une infiltration au niveau de ces articulaires postérieurs. Également, l'abord est très facile, donc vous mettez ici et vous visez l'interligne articulaire ou parfois la capsule et puis vous injectez une boule de contraste. L'autre indication, ce sont les kystes facétaires. Le professeur Heider l'a rappelé tantôt, les arthroses apicales postérieures sont parfois pourvoyeuses de gros kystes facétaires qui vont comprimer la racine. Là également, c'est une excellente indication d'infiltration. Vous avez ici une patiente qui n'a pas de hernie, mais c'est un gros kyste facétaire. Et là, le traitement de ces kystes facétaires, vous les piquez directement, vous les opacifiez, comme ici, donc ponction directe, vous opacifiez le kyste articulaire, et puis vous mettez une pression avec de la xylocaïne et de l'aiguille. Vous utilisez une seringue de petit calibre avec une forte pression. Vous allez faire éclater le kyste et vous allez avoir une diffusion de fluide de contraste. Par la suite, vous réalisez une infiltration foraminale. Donc, chez cette patiente, on l'a repris à 1 mois post-infiltration, c'est-à-dire disparition complète de la symptomatologie douloureuse et du kyste facétaire. L'infiltration également peut se faire par voie scopique, ceux qui maîtrisent bien la voie scopique, on peut à la fois faire des infiltrations épidurales foraminales ou articulaires postérieures. Moi, j'utilise très peu cette voie. Il faut savoir qu'il y a des complications qui ont été décrites, notamment en France. Il y a 12 cas de paraplégie qui ont été rapportés après infiltration de corticoïdes. Le mécanisme, c'est vraiment une ischémie médulaire. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une injection intra-artérielle? C'est l'hypothèse la plus soutenue. Ce qu'on sait, c'est que ces 12 cas rapportés aux États-Unis, il y a à peu près une vingtaine ou une trentaine de cas qui ont été rapportés. C'est surtout des voies foraminales. C'est pour ça, aujourd'hui, en France, on déconseille de faire une voie foraminale. C'est également chez des patients qui ont un rachis opéré, parce qu'il y a une néovascularisation importante. Et les corticoïdes particulières, surtout l'hydrocortisone. Donc la majeure partie, en tout cas en France, tous les 12 cas ont été rapportés sur de l'hydrocortisone. Vraiment, il faut relativiser parce que quand on regarde le nombre de complications, c'est 7000 complications neurologiques pour 1 million de gestes réalisés. Donc quand on compare par rapport aux accidents aux ANS, il y a 0,2 à 35% d'infarctus, il y a des perforations gastriques à 0,9 ou 5%,
et entre 0,1 et 0,2% d'accidents vasculaires cérébraux. Parce qu'il y a eu un débat, l'autorité de la santé en France, il y a eu un gros débat à la suite de la publication de ces 12 cas, sur vraiment est-ce qu'il faut interdire les infiltrations ou pas. Mais l'argumentaire, c'était que vraiment le nombre est infime, 7 complications pour 1 million de gestes, donc vraiment c'est une complication infime. Mais les recommandations aujourd'hui, c'est d'éviter la voie foraminale, de ne pas injecter les rachis lombaires opérés et d'éviter l'hydrocortisone donc pour l'injection. L'infiltration rachidienne, c'est un geste de niveau 1 en radiologie interventionnelle, donc doit être accessible à tout radiologue. Ça peut se faire en pratique de ville comme à l'hôpital. Ça permet de passer un cas aigu et c'est une procédure simple, fiable, il y a très peu de complications, il faut vraiment éviter ces voies et vous utilisez le moyen de guidage que vous maîtrisez le mieux. Donc vraiment, j'appelle les radiologues à s'investir parce que c'est un geste qui n'est pas hyper compliqué et qui peut servir. Les ponctions de biopsie disco-vertébrale, donc le but c'est d'avoir une certitude diagnostique lorsque les investigations cliniques et complémentaires sont négatives, en particulier dans les spondylodicites. On peut faire également appel à la biopsie pour des lésions tumorales rachidiennes, soit primitives ou secondaires, et parfois pour différencier tassement bénin et tassement malin. Quel est le matériel utilisé? Donc il faut un trois quarts de biopsie osseuse. Ce n'est pas tous les trois quarts. Aujourd'hui, on voit sur le marché beaucoup de trois quarts qui sont réservés à la ponction de moelle osseuse. Il faut vraiment avoir un trois quarts denté qui permet d'avoir un bon ancrage osseux et d'avoir un prélèvement osseux. Les voies d'abord, ça dépend de la position. Si vous avez un disque, le plus souvent c'est la voie latéro-vertébrale. Si c'est une lésion du corps vertébral, si c'est excentré ou si l'anatomie le permet, vous pouvez passer par voie transpédiculaire. Il faut vraiment utiliser cette voie-là à chaque fois que c'est possible. C'est la voie de sécurité. Et puis, par contre, pour le rachis dorsal, c'est la voie intercosto-transversaire. Donc vous avez ici des exemples. Voie latéro-vertébrale pour le disque. Cependant, il faut savoir, quand vous faites une voie latéro-vertébrale, il ne faut pas être très près du pédicule parce qu'il y a la racine qui sort au niveau du foramen, donc il ne faut pas coincer le nerf. Il faut prendre un peu de distance. La voie transpédiculaire, chaque fois que c'est possible, mais parfois l'anatomie ne le permet pas. Et puis, pour le rachis dorsal, vous passez par la voie intercosto-transversaire, donc vous passez ici. C'est vraiment une voie de sécurité pour atteindre le disque ou le corps vertébral. Pour les spondylodicites, vous devez prélever de l'os ou du tissu mou, donc s'il s'agit du disque. Parfois, vous avez besoin, si vous n'avez pas de collection, vous pouvez injecter 2 à 3 cc, faire une ponction lavage. À chaque fois que vous avez des collections, il faut vraiment ponctionner les collections. Vous faites 3 prélèvements. Pour l'anapathe, si vous avez du tissu, pour la bactéro, mais n'oubliez pas le gène expert. Le gène expert a vraiment révolutionné parce qu'avant, pour avoir la confirmation du BK, il faudrait attendre l'histologie. Et l'histologie, chez nous, ça peut prendre 1 mois, ça prend 2 mois, ça prend 3 mois. On sait que on n'isole quasiment jamais le BK dans les liquides. Par contre, le gène expert est vraiment quasiment toujours positif si vous fonctionnez. En tout cas, le taux de rentabilité est excellent. Et en plus, c'est rapide, vous déposez le prélèvement, c'est gratuit et vous avez le lendemain ou dans l'après-midi votre résultat. Je disais à chaque fois que vous avez les gens du partimol, ça, même si vous n'avez pas de procard de biopsie, vous pouvez viser les partimoles. Bon, attention, et là, vous privilégiez la voie droite, vous avancez avec sécurité et puis vous faites ici un prélèvement sur les partimoles. Il y a un peu de collection, on a aspiré et puis c'était une spondylodicite tuberculeuse avec un gène expert positif. Chaque fois vraiment que vous avez une collection, ici il y avait une spondylodicite L5S1, c'était compliqué d'un accès pré-sacré. Donc vous avez ici la grosse collection pré-sacrée, donc vous passez ici donc
pour prélever comment la collection. Donc attention, il y a le rectum qui est là en avant, mais au scanner, on avance pas d'un pas et puis on peut prélever. Il s'agissait donc d'une spondylolisite associée à une sacroiliite tuberculeuse. Fonction biophysique, donc la rentabilité dépend de la nature du germe. Pour la tuberculose, c'est excellent. L'histologie est d'un excellent rapport, mais surtout le gène expert qui a une rentabilité élevée avec des résultats rapides. Pour les germes apiogènes, la rentabilité est beaucoup moins, hein, quasiment un patient sur deux. Dans notre expérience, donc une haute rentabilité, surtout avec des diagnostics pour des spondylolyses tuberculeuses, très peu de streptocoques, très peu de spondylolyses apiogènes. On avait également donc 6 résultats non contributifs. C'est un geste de niveau 2. Le guidage, Le guidage par scanner est facile, l'apprentissage est beaucoup plus facile. Et on est plus sûr également au scanner. Donc, surtout, il faut savoir que pour les sujets de spondylolytique, on n'y arrive pas toujours, mais normalement, c'est une semi-urgence. Quand on dit spondylolytique, vous devez faire le prélèvement dans les 24-48 heures, mais aujourd'hui, c'est encore difficile. On a des délais parfois qui font une semaine, voire un peu plus. Privilégier les collections, hein, même si vous n'avez pas de trocar, si vous avez une collection des parties molles ou des absolus SOAS, fonctionnez les absolus SOAS, vous avez toujours un gène expert positif. Troisième partie, ce sont les vertébrales, la vertébraloplastie et les techniques d'expansion vertébrale. La vertébrale va se prendre seul, au mieux en RCP, c'est une excellente indication à chaque fois qu'on a besoin d'une consultation osseuse. Donc, si vous avez une lésion lithique avec disparition d'un mur vertébral, vous ne pouvez pas consolider ce patient-là. Donc, vraiment, il faut pouvoir consolider l'os. Donc, c'est un geste qui peut se faire en ambulatoire, sous anesthésie locale. Jusqu'à 2 niveaux, on peut faire sous anesthésie locale. Par contre, c'est ce qu'ils font plusieurs étages, vraiment, il faut une anesthésie générale. Donc, les retours du mur postérieur sont une bonne indication relative parce que les équipes qui ont une très grande habitude, ils font des vertébraloplasties sur les retours du mur postérieur. Le matériel qu'on utilise, c'est des trocars de vertébraloplastie, à peu près comme les trocars de biopsie osseuse, mais on n'a pas besoin vraiment d'ancrage. Du ciment, donc c'est un poudre avec son solvant. Dès qu'on le mélange, il y a un temps de polymérisation qui est beaucoup plus ou moins rapide selon le ciment. Parfois c'est très rapide, certains ciments, dès que vous mélangez, vous avez quasiment 1 à 2 minutes parce que sinon ça va durcir dans la seringue. Et il faut que le ciment soit radio-opaque pour pouvoir contrôler le geste. Les systèmes d'injection, l'idéal c'est d'avoir des systèmes d'injection parce que le ciment c'est très dur, hein, dans la seringue, ce sont des systèmes d'injection qui permettent d'injecter le ciment lentement, mais ça coûte et ça majore le coût de la procédure. Sinon, vous pouvez utiliser de petites seringues, donc des seringues en insuline, parce que le ciment, si vous le mettez dans une seringue 10 cc ou 5 cc, vous ne pouvez pas le pousser. Hein. Plus la seringue est petite, plus vous avez une force. Donc l'idéal, ce sont des petites seringues en insuline, donc vous en mettez 4 à 5, et puis vous les remplissez très rapidement et vous les injectez dans le corps vertébral. Donc les voies, la voie transpédiculaire, chaque fois que c'est possible, donc la voie transpédiculaire, parfois la voie latérale vertébrale.
Donc, vous, aussi bien en scopie qu'au scanner, l'extrémité de l'aiguille doit être placée au tiers antérieur du mur, au tiers antérieur de la vertèbre, et puis vous injectez et vous vérifiez la distribution de votre ciment. Le scanner est moins utilisé, l'accès est très facile, mais par contre, quand vous injectez, vous n'avez pas un bon contrôle de l'injection. Vous êtes obligé d'injecter petit à petit, cc par cc, faire des acquisitions contrôlées. Ce n'est pas vraiment l'idéal lors de l'injection. Par contre, la scopie, c'est la technique la plus utilisée. Ceux qui ont l'habitude n'ont pas de problème pour aborder et on contrôle en temps réel l'injection, mais surtout, il faut que le ciment soit bien régularisé. Vous avez ici donc, une vertébroplastie qu'on avait réalisée pour des métastases, et puis donc, sous scopie, vous mettez l'extrémité de l'aiguille au tiers antérieur de la vertèbre, en scopie, on vérifie, dès qu'on injecte, on voit, ça va très rapidement vers l'arrière, on continue à pacifier, on opacifie, on épacifie, on opacifie, jusqu'à avoir une opacification satisfaisante, tout en vérifiant que le ciment ne coule pas au niveau de l'espace épidural. Les indications, vraiment, ce sont les métastases osseuses. Aujourd'hui, le maximum ce geste est le plus souvent réalisé pour des métastases osseuses. Le but, c'est l'efficacité antalgique sur les patients qui ont des métastases osseuses extrêmement douloureuses. Parfois, le traitement médical ne marche pas seul. L'efficacité est de 85 à 97% selon les séries. Mais surtout, l'effet antalgique est immédiat. Vous faites une cimentoplastie, le patient il se lève tout de suite, il n'a plus mal parce que vous avez consolidé ses fractures vertébrales. Rappelons, le ciment durcit vraiment dans les minutes qui suivent après l'injection. Et puis, vous avez une reprise de la marche, c'est 70%. Il y a vraiment une abondance de la littérature sur l'efficacité de la vertébroplastie. Ce sont les lésions ostéolytiques, parce que les lésions ostéocondensantes ne sont pas une bonne indication. C'est très difficile de pénétrer cet os-là. Hein. Quand c'est condensé, c'est extrêmement difficile. En plus de ça, le ciment n'a pas une cavité où se mettre, donc il y a un risque de fuite important de ciment. Donc vraiment, les osomies, le traitement de ces médecins douloureuses, fait appel à la thermoablation. Donc deuxième indication, c'est l'indication princeps, l'angiome vertébral agressif. Ici, donc, c'était une patiente donc, de 42 ans qui avait des dorsalgies invalidantes avec ici donc, un angiome vertébrale. Il y avait une petite épidurite ici à l'IRM, mais sans compression médulaire significative. Nous avons réalisé une cimentoplastie. L'intérêt, c'est que en même temps, vous confirmez votre diagnostic, parce que dès que vous mettez le trocar dans les mailles, le sang reflue. Hein, si le sang ne reflue pas, c'est que ce n'est pas un angiome vertébral. Et puis, vous injectez. Le ciment moule très bien les mailles, avec ici une petite fuite épidurale qui n'était pas symptomatique. Les tassements ostéoporotiques aujourd'hui sont également une indication intéressante de la vertébroplastie et surtout de ces techniques dérivées, donc les techniques d'expansion vertébrale. Ce sont les fractures vertébrales ostéoporotiques récentes, donc de moins de 6 semaines. Il faut traiter les patients qui ont encore un œdème médulaire. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une IRM récente pour mettre en évidence un œdème. Si vous avez un patient qui a fait sa fracture il y a 2 mois, qui reste toujours douloureuse, le résultat est beaucoup moins bon. L'avantage, donc, c'est l'effet antalgique rapide avec la levée précoce. Mais il y a un inconvénient, c'est que vous majorez le risque de fracture ultérieure parce que vous créez vraiment un point dur sous ce segment rachidien qui est très dégénéré, et puis donc ça peut favoriser les fractures des autres segments, les segments adjacents. Ici, donc, c'est un patient qui nous avait adressé, qui avait une fracture vertébrale ostéoporotique, vraiment une fracture de cumelle, avec ici, vous voyez, le vide discal, avec des douleurs rachidiennes invalidantes. Le VA était à 9, procédure sous scanner, donc à bord
par voie transpédiculaire, la pointe de l'aiguille sur le tiers antérieur de la vertèbre, on remplit la partie antérieure de la vertèbre, il y a une fuite discale ici, c'est pas important, l'essentiel c'est d'éviter donc toute fuite au niveau de l'espace épidural. Effet antalgique immédiat, vraiment le patient à la fin du geste, il peut se lever et marcher. Spondylite, j'ai mis point d'interrogation parce que c'est un patient que nous avions fait, c'est vrai que bon, a posteriori, le diagnostic d'infection était hautement probable. On disait que c'était une lésion ostéolytique, on ne sait pas ce que c'est, mais il y avait un risque de tassement important. Vous l'avez adressé pour une biopsie, en discutant avec le neurologue, pourquoi ne pas biopsier et cimenter en même temps. Donc nous avons fait la biopsie, cimenté en remplissant la cavité, donc il y avait ici une fuite. L'intérêt de la voie transpédiculaire, c'est que si vous avez une fuite de ciment dans le pédicule, ce n'est pas important. Par contre, il faut éviter les fuites ici et là également parce qu'il y a le nerf qui passe au niveau foraminal. Après, le diagnostic est revenu tuberculose. Bon, le patient a été mis sous traitement, ça l'avait aidé sur le plan de l'antalgique, la vertèbre ne s'est jamais affaissée par la suite. Il a pris son traitement avec son forcé, il n'y a pas eu de. On a traité un deuxième patient et après on s'est dit, sur ces lésions-là, vraiment de vraies caries, s'il y a un risque de tassement, peut-être mettre en place en premier un traitement antituberculeux pendant 1 à 2 mois et secondairement, une fois qu'on est sûr que l'infection en tout cas est maîtrisée, combler cette cavité. Parce que l'infection, c'est une contre-indication à la vertébroplastie. Donc ici, un exemple de vertébroplastie, je le disais tantôt. Bon, notre expérience globale, on a fait 17 patients. Le plus souvent, c'est des métastases, 2 cas de fracture ostéoporotique, 2 cas de spondylite tuberculeuse. On fait quasiment sous scanner, donc très peu sous scopie. Comme complication, 2 fuites épidurales non significatives, mais surtout un tassement post-vertébroplastie. Donc c'était une patiente qui avait 3 vertèbres tassées. C'était pas dans ce segment, donc il y en avait une ici, l'autre, je pense que l'autre était soit un peu plus haut ou plus bas. Donc je fais que sous scopie, donc j'ai fait les 2 vertèbres adjacentes. Il y avait une petite fuite épidurale qui n'était pas symptomatique. Au bout de 48 heures, on a pu avoir une levée avec une réduction significative des douleurs. Et 3 jours après, réapparition de douleurs extrêmement importantes. On se disait c'est pourquoi, on ne comprenait pas. La patiente vraiment avait des douleurs extrêmement invalidantes. Lorsqu'on a refait le scanner, il y avait 4 autres vertèbres qui se sont tassées. Donc très probablement, c'est l'un des inconvénients de la vertébroplastie. Et ces tassements qui surviennent après vertébroplastie sont à peu près évalués à 6 à 7% dans la littérature. Donc il y a des complications de la vertébroplastie, ce sont des fuites vasculaires, où l'intérêt d'injecter un ciment pâteux, comme l'idéal c'est d'avoir une pâte dentifrice, sinon on peut avoir des fuites veineuses, et il y a des embolies pulmonaires de ciment qui ont été décrites, donc avec une fuite, un remplissage des artères pulmonaires. Les fuites épidurales, ce sont les complications les plus redoutables, avec risque de compression médulaire. Vraiment éviter les atteintes du mur postérieur. Certaines équipes aujourd'hui se font une contre-indication, mais sont des équipes entraînées, ils se mettent en avant. Il faut avoir une scopie d'excellente qualité, bien maîtriser le ciment, injecter un ciment très pâteux, et une fois qu'on s'approche de là, s'arrêter. Mais même eux, ils vous disent parfois, c'est le ciment qu'on a mis là qui provoque l'effondrement du mur vertébral. Donc vraiment, c'est à éviter, surtout lorsque c'est significatif. D'autres variantes, dont je vous ai parlé pour que ceux qui n'en ont jamais entendu parler connaissent, ce sont les techniques d'expansion vertébrale. Ce sont des techniques dérivées de la vertébroplastie, surtout indiquées dans les fractures ostéoporotiques et dans les fractures post-traumatiques. Parce qu'on a besoin de restaurer la hauteur de
de la vertèbre et de corriger l'angulation symphotique. La vertébroplastie seule ne corrige pas la hauteur vertébrale ni l'angulation symphotique. La première, c'est la kyphoplastie par ballonnet. On fait comme en vertébroplastie, à bord bilatéral. Une fois dans la vertèbre, on va déployer un ballon qu'on va gonfler, qui va relever la hauteur de la vertèbre, mais on retire les ballons, il y a une cavité préexistante, et puis on remplit ces cavités-là par du ciment. Donc, vous voyez, le matériel est beaucoup plus lourd, c'est un geste qui est beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué. Cette technique permet de restaurer la hauteur vertébrale. Donc vous voyez ici, quand on gonfle les ballons, vraiment on soulève le plateau, mais on est obligé de dégonfler les ballons, et en dégonflant le ballon, on repère encore de la hauteur vertébrale. Après l'apparition de cette technique-là, les premières publications étaient très enthousiastes sur la restauration de la hauteur vertébrale, mais on s'est rendu compte qu'avec le temps, le patient perdait encore de la hauteur vertébrale. La dernière technique, il y a d'autres dérivés, c'est le spine jack, c'est comme un truc de voiture qu'on met dans le rachis, qu'on met dans le tube, qu'on va déployer, qui va permettre de relever de restaurer la hauteur vertébrale, mais cette fois-ci, on ne l'enlève pas, on laisse le dispositif en place et puis on va cimenter à travers. Et c'est vraiment aujourd'hui, c'est la meilleure technique. Il y a d'autres dispositifs de design différents. C'est la meilleure technique de restauration de la hauteur vertébrale. Et avec le temps, on a une stabilité de la restauration. Donc, en conclusion, la radio-interventionnelle a une place grandissante au niveau du rachis. C'est des gestes mini-invasifs, efficaces, pour des complications, si on maîtrise ce qu'on fait, la plupart des gestes se font sous anesthésie locale. Aujourd'hui, les lésions tumorales primitives et surtout secondaires bénéficient de la thermoablation. Donc, les gens font beaucoup de thermoablation sur ces lésions tumorales. Effectivement, il y a la moelle qui est à côté, surtout au niveau dorsal. Et vous voyez, par exemple, pour traiter cet ostéomoïde, si on chauffe, on risque de créer une médulaire, ils vont décoller l'espace épidural avec du CO2, mettre un thermocouple pour monitorer la température, pour pouvoir réaliser donc, une thermoablation. Donc vraiment, pour dire que le rachis, c'est on a vraiment beaucoup à faire donc, sur l'intervention du rachis, et c'est à nous de le développer. Donc j'appelle les plus jeunes vraiment à s'intéresser à la radiologie